C'est parti. Bonjour Véronique, Bonjour Vincent. je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'avais envie qu'on puisse échanger. On se suit depuis un petit moment à travers les réseaux sociaux et nos différentes publications. Et donc, ça me semblait intéressant qu'on puisse faire cet échange et que je puisse approfondir un peu tes connaissances, approfondir un peu ce que tu fais et comment tu le fais. Et au travers de tes publications, ça me semble très intéressant et du coup, je suis intéressé de voir un peu plus de ce que tu vas pouvoir me raconter. J'ai toute une série de questions pour toi. Toute une batterie. Mais merci en tout cas de ton invitation parce que ça me fait effectivement plaisir parce que même si c'est à travers la technologie, hein, puis juste là, ben, comme tu dis, on se connaissait à travers les réseaux de façon virtuelle. Là, on est toujours à travers la technologie, mais grâce à ça, on met un petit peu plus de réalité, d'humain. Donc, Complètement. j'avais beaucoup de plaisir à envisager cet échange. Merci. Merci beaucoup. Donc, le but de cet entretien, donc, c'est de faire plus ample connaissance, de faire aussi connaissance avec les charges émotionnelles que tu as pu vivre euh, tout au long de ton parcours, et peut-être faire un focus sur la manière dont tu as pu les gérer, si tu avais des outils ou pas, pour aborder ces stress, ces émotions à connotation inconfortable tout au long de ton parcours. Voilà, c'est un peu Mhm. le but. Je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, tu es infirmière de formation. Tu t'es spécialisée dans le bloc opératoire. Oui, Euh, Tu es passionnée par les relations humaines et notamment par les liens parents-enfants. exact. Tu as suivi plusieurs formations en parallèle sur le toucher, la communication non violente, l'accompagnement à la naissance, et tu es psychopraticienne, gestalt thérapeute, et tu pratiques la thérapie individuelle de couple et la sexologie positive, et tu es certifiée pour l'accompagnement des adultes à haut potentiel. Voilà ce que C'est j'ai trouvé. Est-ce que tu as des choses à rajouter à ta présentation? un bon résumé, effectivement. Donc, moi, j'ai eu cette formation de base en tant qu'infirmière. J'ai travaillé dans les hôpitaux parce qu'au départ, c'était la relation parent-enfant qui m'animait vraiment. J'avais fait des stages en néonat et tout ça, donc j'étais très impactée par ça. Et, et puis, au fil du temps, moi, j'étais en France, je suis venue en Suisse. Les formations, les spécialisations, c'était un petit peu différent. Donc, j'ai changé de voie, je me suis spécialisée en tant qu'infirmière pour le bloc opératoire, comme tu as dit. Et puis, en fait, j'ai nourri mon envie, mon besoin de travailler autour de la périnatalité en ouvrant en parallèle un cabinet où j'ai fait de l'accompagnement périnatal, des formations sur l'accompagnement à la naissance, des formations sur le massage de la future maman, le massage parent-enfant, le portage en écharpe. Donc, en fait, j'ai un petit peu combiné le tout. Mm. Et puis, au bout d'un moment, à travailler sur le corps, les émotions, enfin, j'avais besoin de réunir un peu autant le mental que le corps. Et j'ai démarré cette formation de Gestalt thérapeute. Pendant 5 ans, je suis repartie me former. Et puis, donc là, ça m'a permis de considérer la personne dans sa globalité, autant au niveau psychique, émotionnel, enfin, voilà, de prendre en compte toutes les facettes en fait, de l'être humain. Et la Gestalt, c'est la thérapie du lien, de la relation. Donc, tout ça faisait sens hein, pour moi. D'accord. Ça fait quelque chose d'une unité en fait. Et puis c'est une évolution qui paraît logique quand on est passionné par la relation humaine. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment ça qui m'anime. Hmm. Alors, on peut te retrouver quand même, que je dise, sur Facebook. Tu as une page, un compte Facebook. Oui, Véronique Piusso, thérapeute. Ouais. On peut te retrouver aussi sur LinkedIn. Oui, un petit peu, oui, j'y suis.
un petit peu moins active. Je suis surtout sur Facebook et puis sur YouTube, en fait. sur Je suis YouTube. aussi sur Instagram un petit peu. Ouais. Et puis, tu as un site, je crois, Oui, véronique-piusso.ch, c'est ça? oui. Avec ou sans tirer, véroniquepiusso.ch, Ok. vous y arrivez. Voilà les endroits où on peut te retrouver. Donc, la première chose que je voudrais te poser comme question, c'est qu'est-ce qui t'anime de cette évolution de partir d'infirmière de bloc opératoire à arriver à psychopraticienne? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu cherches? Ben, disons que depuis toute petite, parce que je voulais être psychologue avant, mais à l'époque, on me disait, oh, tu sais, il n'y a pas beaucoup de débouchés, alors, hein, bon, alors s'il n'y a pas beaucoup de débouchés, on va faire autre chose. Mais en même temps, je voulais aussi être puéricultrice depuis l'âge de 7 ans, hein, m'occuper des nouveau-nés, tout ça. Donc, bon, ça allait aussi, hein, donc cette voie-là, non, alors je vais prendre celle-ci. Et puis, ben oui, j'ai toujours été intriguée par l'être humain, sa façon d'être au monde. Euh, Sa façon d'entrer en relation, en fait. Mais probablement parce que j'avais besoin, moi, d'amener quelques éclairages, parce qu'il y avait des choses j'avais du mal à comprendre. Donc, Hmm, j'avais besoin probablement de mieux me comprendre à travers les autres aussi. d'accord. Hein. Et puis, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment, alors ça, euh, la façon d'entrer en relation et puis le vivant, la vie, quoi. Hmm, Hein, de ce cadeau qu'on nous offre là, j'ai envie de dire, chaque jour, à chaque instant, qu'est-ce qu'on va décider d'en faire, hein, et hmm, reprendre notre pouvoir hmm, sur la vie. Parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas toujours conscience, en fait. hmm. Enfin, ce n'est pas le pouvoir sur la vie, j'ai envie de dire reprendre notre pouvoir dans la vie, avec la vie. Tu vois, si je dis sur la vie, ça fait un peu combat, j'ai l'impression, enfin, quand je me suis entendue. Mais tu vois, c'est plutôt se laisser accompagner par cette vie-là qui est là, qui nous accompagne sur le chemin. En fait, c'est vivre pleinement la vie telle qu'elle arrive au quotidien et l'accepter telle qu'elle se déroule. C'est ça, c'est être acteur, la vivre pleinement. Quand tu dis ça, je dis des fois, moi j'accompagne les gens à devenir acteurs de leur vie et non plus figurants dans la vie des autres. Euh, Hmm, c'est ça, hein, ne pas la subir, mais se donner la capacité de se déployer pleinement dans cette vie-là. d'accord. Ok. Et est-ce que tu peux, en quelques phrases, me dire les différentes étapes importantes que tu as dû franchir pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors, les étapes importantes, je dirais que le moment où j'ai fait ma formation en gestalt thérapie, ça a été une étape essentielle, mais le besoin, l'envie, ce qui me poussait vers ça, que je n'ai pas vraiment pu expliquer fondamentalement parce que j'hésitais entre deux formations, mais je suis allée, voilà, comme une intuition. Cette formation de gestalt thérapie, j'ai dit plusieurs fois, souvent, qu'elle m'a sauvé la vie. Donc, ça a été vraiment une des étapes essentielles parce que j'ai réalisé que j'étais jusque-là, j'étais déconnectée de qui j'étais vraiment. Je me suis laissée impacter par ce qu'on disait de moi, la façon dont on me percevait. Euh, je me suis effacée au profit des C'est-à-dire que autres. tu acceptais ce que les autres en fait, disaient ou avaient une opinion sur toi. Et en C'est fait, à ça, un moment donné, tu te disais, ben, je suis comme ça. voilà, Hum, et le jugement des autres, la vie des d'accord. autres, je l'ai laissé me définir finalement. Hein. Mais au fil du temps, ça a été de plus en plus difficile. Hein. Parce que moi, du coup, je réfrénais qui j'étais vraiment, hein, parce que je ne le savais pas vraiment encore, mais par rapport à mes ressentis, je ne les écoutais pas. Puis l'autre me disait, t'es comme ci, ou t'es comme ça, ou t'es trop ci, ou pas assez ça, t'es trop sensible, ou t'es trop curieuse, arrête de poser des questions, t'es trop exigeante. Voilà, bah, à un moment donné, tu finis par le croire. Alors,
Oui, mais après, j'ai compris pourquoi j'étais trop exigeante Mhm. par rapport à eux ou trop sensible comme ça. Mais moi, quand je le recevais de la part de l'autre, j'avais l'impression que c'était enfin, une tare de mon côté, un problème. Hein, et je me sentais tellement décalée. Ouais. Donc, à force d'entendre aussi que le problème venait de moi, que j'avais vraiment un problème, hein, va te faire soigner, ou des choses comme ça. Euh, Pendant un moment, j'ai pu le croire, parce que j'ai aussi cette capacité à me remettre en question. Alors, ça peut être un atout, mais ça peut être aussi un gros piège. Ouais. Et on finit par se perdre. Et du coup, tout au long de ce parcours, ça a réalisé des freins à ton développement. C'était des freins qui étaient extérieurs, mais du coup également intérieurs, puisque tu te conformais à ce qu'on te disait, ce que tu étais. Et ça pouvait être par moments douloureux, du coup. Alors, oui, alors c'était douloureux, mais je me disais toujours que voilà, il y avait un problème que je ne comprenais pas toujours. Mhm. Euh, j'ai aussi subi du harcèlement, des choses comme ça. Et j'essayais toujours d'en faire plus pour l'autre, mais en fait, plus j'en faisais, moins ça allait. Hein. Et, et du coup, j'ai perdu le fil de ta question au début. Tu m'as dit, c'était, oui, les freins, c'était des freins. Ouais. Hein. C'était des freins pour moi parce que du coup, par exemple, mon besoin de me former, mon besoin d'apprendre, mon besoin de découvrir certaines choses qui pouvaient varier, eh bien, de l'extérieur, avec l'environnement que j'avais. Tout le monde n'a pas le même environnement, mais de l'extérieur, c'était pris comme de l'instabilité. Mhm. Tu vois, c'était pris comme de l'instabilité, alors que pour moi, je me disais, ben, non, j'ai juste envie de. C'était une nourriture, enfin, j'avais cette curiosité, cette envie, mais à un moment donné, quand on te dit, oui, mais enfin, tu vas arrêter bientôt, qu'est-ce que tu veux encore? Mais là, c'est bon, tu as, un diplôme, tu as un certificat, c'est bon. Et du coup, en fait, tu n'oses pas vraiment te déployer, Mhm. tu vois. Et par exemple, quand en parallèle, j'ai eu une activité donc pendant 15 ans en cabinet en parallèle à mon activité au bloc opératoire. Et pendant 15 ans, j'ai un peu, voilà, j'ai quand même réussi à faire ça, mais il y avait toujours ce grand écart entre mes valeurs, entre mon désir vraiment, et puis est-ce que je vais oser, est-ce que c'est trop demandé que de se réaliser pleinement de ce côté, tu vois. Et en fait, du jour où j'ai basculé, entre guillemets, du côté de qui j'étais vraiment, où je me suis autorisée à être moi, en 2 ans, j'ai tout lâché, et en 2 ans, je me suis mis à vivre pleinement de ce que je voulais. D'accord. L'environnement a changé, Ok. mais moi, j'ai changé surtout aussi. Oui, tu avais accepté, et du coup, tu avais accepté toutes ces choses-là, et ça t'a permis de faire un choix. euh, Ça m'a permis, en fait, ce que j'ai compris lors de ma formation en Gestalt thérapie, là, je suis devenue plus consciente de certains fonctionnements. d'accord. Hein, de certaines choses qui n'étaient pas forcément OK d'ailleurs, de pourquoi j'étais là aussi, quelle était ma part de responsabilité. En Mhm. fait, peut-être que j'avais à apprendre aussi à mettre mes limites, Mhm. hein, à me positionner en tant qu'individu, D'accord. chose que je n'arrivais pas à faire parce que j'avais certaines croyances qui pouvaient me bloquer, comme sois pas égoïste. Tu as vu toutes ces formations que tu fais déjà? Tu exagères un peu. Tu vois un peu le genre. Je vois. Donc voilà, il y a tout un tas de spots, de lumière, d'éclairage à mettre sur certains points. L'idée, c'est pas de dire c'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'environnement, mais c'est de dire ok, il y a un truc qui n'est pas en cohérence Mhm. avec toi. Mais pour ça, il faut apprendre à te connaître. Donc à travers cette formation, à travers ce chemin avec la Gestalt thérapie, j'ai appris à devenir plus consciente de moi, mais des processus qui étaient mis en place aussi dans les relations. D'accord. Hein. Et donc, ces difficultés qui étaient générateurs sûrement d'émotions inconfortables et de stress, euh, c'est la gestalt thérapie qui t'a permis euh,
de les contrôler ou de les mettre à un niveau acceptable pour pouvoir avancer, ou tu avais déjà à ta disposition d'autres outils que tu utilisais? Alors, je dirais que le plus important, ça a été la Gestalt dans le sens où ça m'a permis aussi de prendre cette notion-là de responsabilité. Hein. D'accord. La responsabilité et puis prendre conscience de l'importance de l'instant présent, Mhm. l'expérience et du retour au corps. Du retour au corps par rapport à tout ce que tout ce que j'ai eu pendant toutes ces années, tu vois, sur lesquelles ces choses, ces sensations, j'avais beaucoup de douleurs pendant tout ce temps-là, corporel, hein, colique, dorsale, enfin, qui n'avait pas d'explication vraiment comme ça médicale, mais moi que j'ai essayé de faire taire par de l'homéopathie, de l'auriculothérapie, des choses comme ça, parce que techniquement, j'ai envie de dire, il n'y avait pas de raison, enfin, pas besoin de. Et en fait, comme je dis, en fait, ce que j'essayais, c'était de faire taire tous ces symptômes, mais qui étaient là pour m'indiquer des choses, tu vois. Mhm. Donc, je remettais un pansement un petit peu, je remettais une couche, mais en fait, il fallait aller à la source. Mhm. Il fallait aller à la source et puis être beaucoup plus reconnecté à soi, donc descendre aussi du mental, et puis être l'observateur de qui je suis, l'observatrice de qui je suis. Donc, qu'est-ce que je sens? À quel moment ça me fait ça? Quel est mon discours intérieur? Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que la connaissance de ces réactions aux émotions est un facteur important? Et, et du coup, qu'est-ce que ces alertes émotionnelles peuvent représenter pour toi? Est-ce que nous en avons au quotidien, je pense, des alertes émotionnelles? Est-ce que tu arrives à les repérer, tu arrives à les devancer ou à les faire taire? Ou est-ce que tu as pour toi, qu'elles représentent? Pour moi, les émotions sont des précieux indicateurs, hein, sont des messagers là, qui viennent nous dire quelque chose de nous, euh, qui viennent nous guider sur notre chemin. Donc, on peut les écouter ou pas. Avant, je ne les écoutais pas, ou en tout cas, je les niais, ou en tout cas, j'osais pas les écouter. Je luttais contre. Et puis, aujourd'hui, j'ai appris à les accueillir, à les observer et à essayer d'écouter ce qu'elles sont en train de me dire. Qu'est-ce qu'elles viennent toucher en moi? Quelle peur? Quelle limite a été dépassée? Tu vois, qu'est-ce qu'elles sont en train de me dire? Mais tout ça, ça veut dire que je dois apprendre à ralentir Mhm. et à observer. Tu vois, je dis toujours, mais appuyer sur pause, quoi. Appuyer sur pause et respirer. Pour pas être sans arrêt dans la réaction. Tu vois, quand on est même en relation, des fois on répond du tac au tac. Alors moi ça va, j'ai pas mal de réparties, mais c'est pas ça le but. Hein. Des fois dans le quotidien, tu vois, on est là, on nous dit un truc, puis on dit oui, mais alors toi c'est comme ça. Enfin, on est vraiment à celui qui aura le dernier mot. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est d'observer déjà ce que l'autre m'a dit. Qu'est-ce que ça vient de toucher chez moi? Qu'est-ce que Mhm. ça vient me faire? Puis finalement, que me dit l'autre à travers ce qui m'adresse là, hein. Il me parle de lui aussi. Donc ne pas prendre les choses de façon personnelle, hein, ça demande donc de prendre du recul. C'est pour ça que je dis souvent appuyez sur pause et respirez déjà. Mhm. Et puis mettez-vous un petit peu en témoin de la scène, hein, pour se reconnecter à nos sensations, les accueillir, comprendre l'émotion qui est là, qui m'habite, parce que des fois on est surpris. On pense qu'on est en colère, mais en fait, on est profondément triste, par exemple. Mhm. Hein. Il y a des choses pour lesquelles, des émotions pour lesquelles on va avoir plus de facilité, on va pouvoir les exprimer plus facilement. Tu vois, ou des fois, on parle d'émotions
positives ou négatives. Pour moi, elles ne sont pas positives ou négatives, elles sont les émotions. Par contre, évidemment, socialement, c'est plus agréable de dire oh, je suis en joie plutôt que de dire oh, j'ai une colère. Là, tu vois. Donc, on va réfréner la colère, on va avoir l'impression que c'est une ennemie, ce qui n'est pas le cas, elle nous dit quelque chose aussi. Oui, en fait, toutes ces alertes émotionnelles sont là pour nous parler et nous indiquer quelque chose qui se passe et c'est souvent en réaction à ce qu'on dit ou à ce qu'on vit. Et parfois, on peut se rendre compte effectivement que ce qu'on nous dit et la réaction qu'on a, ce n'est pas nous, c'est l'autre qui la transpose sur nous. Et, euh, et du coup, c'est important de pouvoir s'observer, de pouvoir prendre le recul suffisant, comme tu le dis. C'est vraiment important. Ouais. Ok. Quelles ont été pour toi les impulsions, les influences ou les rencontres qui ont permis ton évolution et de faire que tu avances de cette manière-là? Alors, ce qui a, je dirais, la première rencontre puissante, en lien avec ce que je t'ai dit avant, ça a été déjà la rencontre avec moi-même. Ça a été, à travers le chemin que j'ai eu, les années qui ont suivi, ça a été de comprendre ce fonctionnement que j'ai, qui correspondait peut-être pas forcément à celui des autres, en tout cas pas à celui celui des personnes qui ont pu me juger ou me rejeter ou des choses comme ça. Mais à partir du moment où j'ai compris mon fonctionnement, à partir du moment où j'ai réalisé que, comme tout le monde, j'ai des parts super lumineuses et des parts bien plus sombres, mais que tout ça faisait ma singularité, que moi, je pouvais choisir de m'aimer et de m'apprécier sans attendre la validation de l'autre. À partir du moment où j'ai accueilli tout ça, ben je l'ai assumé quelque part. Je l'ai assumé et du coup, j'ai appris à l'aimer. Et j'ai appris à ne plus le cacher, mais à le valoriser, puis à en tirer le meilleur, tu vois, j'ai envie de dire. Et du coup, pour répondre à ta question des rencontres, du coup, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Je m'autorise à nourrir mes besoins, qu'ils soient créatifs, cognitifs, enfin, affectifs et tout ça. Et je vais m'autoriser à aller vers ce qui va me nourrir, me faire du bien. Et du coup, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Mon environnement, il change. Parce que moi, je change. Je suis dans l'acceptation de qui je suis. Et je travaille pour m'aimer, pour me donner le meilleur, en tout cas pour satisfaire mes besoins, ne plus attendre que ce soit l'environnement qui satisfasse mes besoins ou que ce soit l'environnement qui change. Hein. Mais vraiment, je suis responsable de la couleur, de la saveur que ma vie va avoir. Donc, qu'est-ce que je peux faire là qui me ferait du bien? Qu'est-ce que je peux faire qui me... C'est quoi le prochain truc qui va me donner des étoiles dans les yeux? Tu vois, et de ce fait, si je m'autorise à, tu vois, au début de l'année, je suis partie sur un défi de prendre la parole sur une scène à Paris. Mais voilà, si on m'avait dit ça il y a quelques années, ben voilà, c'était un défi. J'ai osé, et ce qui était génial, c'est qu'à travers ça, j'ai rencontré des fabuleuses personnes, tu vois. Après, je choisis de faire une formation sur tel et tel sujet ou dans tel ou tel axe. Qu'est-ce que je fais? Je rencontre des personnes qui sont concernées par les mêmes thématiques, qui sont préoccupées par les mêmes choses. Et du coup, ce sentiment de décalage, c'est plus le même. Tu vois? Je me sens dans un environnement qui me correspond, qui va être bienveillant, qui va être... qui ne sera pas jugeant, qui va avoir un type de fonctionnement, des préoccupations qui vont avoir des points communs avec moi. Quelque chose qui est plus harmonieux et plus proche de ce que tu es. Oui, il y a des connexions, on a des mêmes centres d'intérêt.
Si tu veux, si quand tu étais, je dirais, dans mon autre vie, si j'allais à des repas ou des rencontres comme ça, et puis ben, bon, ben, peut-être au bout d'un moment tu t'ennuies parce qu'on n'a pas les mêmes sujets, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes conversations, tout ça, ou alors quand à un moment donné on te demande ah oui, et puis toi, tu commences à parler de ce qui t'anime, de ce qui te passionne, puis qu'au bout de 2 minutes, tu as perdu l'assistance. Ben voilà, tu vois, il y a une espèce de décalage. Et tu te dis, mais pourquoi? Puis toi, tu es passionné, puis tu as envie de partager. Ça ne connecte pas. Hein, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, chacun réagit avec son niveau de conscience, d'intelligence et les outils qu'il a à ce moment-là. Hein, on fait, voilà, il y a des choses que je comprends aujourd'hui que je n'aurais pas compris il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Hein, et c'est tout le chemin qui me permet aujourd'hui d'accéder à un niveau de conscience qui fait qu'aujourd'hui, je ressens la vie de cette façon-là. Donc, chacune des rencontres, et puis toi, tu fais partie de ces groupes aussi, ben, m'aide à avancer, m'aide à grandir. Tu vois, c'est un enrichissement, c'est un cadeau. Enfin, moi, je le vois comme ça. J'ai beaucoup de gratitude. Alors ça, c'est un des éléments clés, phares. Il y a quelques années, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'entendais jamais ce mot, gratitude, tu vois. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. C'est vrai c'est un des éléments importants. Ouais. Je crois que c'est important d'avoir cette capacité d'émerveillement. Ça aussi, hein, ça fait partie de mes outils, des choses. Cette capacité d'émerveillement par rapport à ce que la vie met sur notre chemin. Des fois, comme je dis, c'est mal emballé. Hein. Des fois, on se dit ah oui, ben merci, c'est pas très sympa. Hein. Mais aujourd'hui, même s'il y a des choses où il y a plusieurs années, je me disais, je ne souhaite pas mon pire ennemi. Aujourd'hui, je me dis, mais waouh, grâce à ça, quel chemin j'ai parcouru. Et ça, c'est tellement précieux. Mais évidemment, quand on est un peu la tête dedans, il faut un peu de temps pour réaliser ça. Pour réaliser, ouais. Et est-ce que tu t'es mis un rituel quotidien pour gérer type méditation ou autre chose? Est-ce que c'est quelque chose qui toi, t'inspire ou t'apporte des choses de mettre un rituel? Ou bien Alors, moi, ça vient comme ça? cette question, elle me fait sourire parce que, effectivement, je beaucoup dans mon réseau ou dans les fils d'actualité ou les gens que j'entends beaucoup parler de ces rituels et tout ça. Et alors, franchement, moi, bon, je me suis longtemps, pendant de nombreuses années, levée à 4h30, 5h et tout. Alors, si je devais encore me lever 1 heure avant pour faire un rituel, moi, j'étais une grosse dormeuse, mais c'était juste pas possible. Alors, certains vont dire, oui, il n'y a pas besoin de se lever beaucoup plus tôt. Enfin, bon, bref, non, moi, le rituel, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Je ne prends pas je sais pas, 20 minutes de méditation ou d'écriture, je ne fais pas ça. Par contre, pour faire le lien avec la méditation, je prends régulièrement dans la journée des moments, mais ça peut être quelques secondes, quelques minutes, donc c'est pas une séance, mais des moments où je m'arrête, tu vois. Je m'arrête pour sentir où j'en suis, pour reconnaître là, pour pas déverser sur l'autre quelque chose qui m'appartient aussi. Hein, pour sentir quand mon hypersensibilité, quand je suis un peu saturée, quand ma responsabilité, c'est de prendre un moment pour la faire, pour désaturer un petit peu, pour faire diminuer cette sensation de bouillonnement. Tu vois. Donc ma responsabilité dans la relation, ça va être d'abord de reconnaître mon état, de décider ce que je vais mettre en place pour ça, et puis d'en informer l'autre aussi dans la communication. Hein, pour pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Je ne sais pas si j'ai besoin de m'isoler, si j'ai besoin d'aller marcher, si je ne vais pas partir en claquant la porte. Je vais juste, voilà, là j'ai juste besoin d'un moment, je reviens. Okay. Donc c'est pas un rituel, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des rituels,
Et beaucoup de personnes essayent de mettre en place des rituels en se levant plus tôt. Notamment, il y a un livre très Ouais, connu qui en parle beaucoup. Et, et c'est à chaque fois, enfin, ce que j'ai constaté, c'est que c'était souvent un échec. Et que ça ne fonctionnait pas parce que c'était pas vraiment, ça venait pas vraiment en accord avec ce que les personnes vivaient, et ils s'imposaient des choses qui n'allaient pas avec leur vie ou leur valeur. Moi, je suis plus comme toi, effectivement, et c'est ce que disait Paul Pironnet aussi, c'est que lui, dans la journée, ben, il y a un moment où il va s'arrêter et il va respirer. c'est Il va ça. prendre le temps de respirer, de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe là? Euh, Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je réagis de cette manière-là? Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Et d'être plutôt acteur comme ça au cours de la journée, de prendre des moments pas forcément très longs, plutôt que de mettre en place un rituel systématique. Et le systématique, en fait, peut apporter une routine, et une routine qui n'est peut-être pas forcément, qui n'apporte pas forcément au final, sauf que tu te lèves à 5 heures du matin et que tu es fatigué. C'est ça, et alors ça peut correspondre, ça peut être OK pour certaines personnes, mais tu Complètement. vois, pour moi, euh, et je me suis posé la question des fois, hein, en entendant toutes ces choses, en lisant toutes ces choses, mais en même temps, pour moi, et c'est ça qui est important, c'est de se connaître, de se dire, est-ce que c'est OK? Est-ce que ça ferait sens? Tu vois, c'est un peu comme rentrer encore dans un moule, quoi. Mais Ouais. ce moule-là, moi, il ne me convient pas. Mm. Alors, je trouve que c'est à chacun de trouver non pas son moule, mais qu'est-ce qui me convient? Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que je ne vais pas me mettre de défis et tout ça, hein. Comme je t'ai dit, j'adore ça. Mais je vais aller tester, je vais expérimenter, puis je vais voir est-ce que ça fait sens pour moi, quoi. Mm. Tout à fait. Parce qu'il y a des tas de livres qui existent et en fait qui te veulent t'apprendre comment gérer ta vie. Et en fait, ça ne correspond pas forcément à toi. Donc, c'est pas, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher et du coup, là, on retrouve notre principe de responsabilité quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des informations, on a tellement d'informations partout en ce moment, aussi avec les réseaux et tout ça. On ne peut pas tout tester, on ne peut pas tout écouter, on peut pas tout. Mais par contre, on peut picorer, essayer de voir et de passer par l'expérience. Est-ce que c'est OK pour moi? Tu vois? Être à l'écoute de ses besoins et de faire l'expérience. Ouais. Selon toi, quelles sont les principales erreurs que la majorité des personnes font dans l'appréhension de leurs émotions et du stress? Ben, justement, je crois que un des points importants, c'est de croire qu'il y a des émotions euh, acceptables et d'autres pas. Hmm. Tu vois. Mais bon, c'est vrai que dans l'éducation, quand on nous dit allez, sois gentil un petit peu, là, tu pourrais faire un effort. Enfin, voilà, il y a des choses que on va pas se permettre d'exprimer certaines choses parce que c'est pas gentil entre guillemets. Hein. Donc on aura ingurgité un petit peu comme ça ces injonctions. Puis on va pas les re-questionner. Mais en fait, encore une fois, c'est comme les zones lumineuses et les zones sombres, ces émotions, agréables ou désagréables, elles ont leur place. Elles ne sont pas des ennemis, sont des amis. Hein, elles vont nous indiquer si chaque fois que je suis avec ces amis-là ou à ce travail, je suis complètement démotivée, épuisée, voilà, je peux regarder d'un peu plus près. C'est quoi mes valeurs? Est-ce qu'elles sont respectées? Voilà, je vais aller observer de plus près où je suis complètement animée, complètement éveillée, complètement excitée, avec quelles personnes et puis quelles autres personnes vont me pomper mon énergie littéralement. Enfin, Hmm. des personnes ou des environnements. Tu vois, si tu habites en ville, puis qu'à un moment donné, tu es fatigué, 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 puis que tu remarques certains points, voilà, bah, peut-être que tu réalises un jour que tu n'es pas du tout fait pour la ville. Tu es Ouais. peut-être fait pour vivre au pied de la montagne, avec un environnement naturel, dans le calme, la rivière qui coule à côté. Voilà, mais à un moment donné, ça demande aussi le courage de se confronter à ça, de se dire, mais en fait,
C'est quoi cette vie? Quelles sont les croyances qui me font rester là et me maltraiter, entre guillemets, hein. Après, il y a des degrés, mais je peux expérimenter autre chose. Parce que peut-être qu'à chaque fois que je vais dans la nature, je me reconnecte, je suis plus zen, ça peut commencer par plus de vacances dans la nature, observer, tout ça, mais quels sont mes besoins qui sont nourris là, ceux qui ne sont pas nourris, quelle est l'énergie quand je suis dans cet environnement ou dans celui-là. Alors on peut le faire, là je donne cet exemple, mais évidemment avec les personnes c'est la même chose. Mm. Qu'est-ce qui fait que là, je ne sais pas, j'ai passé 2 heures à un repas et puis je suis complètement vidée, le lendemain j'ai du mal à m'en remettre et puis des fois je fais 1000 choses dans la journée et je suis pleine d'énergie, tu vois. Et du coup, c'est ça, ça passe par la connaissance de soi, dans l'observation, sans le jugement de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait m'élever. Et ma responsabilité, c'est de connaître ça sans le juger et d'organiser, par exemple, mon planning en fonction. Mm. Tu vois, si j'ai un repas, que ce soit de boulot ou de famille, peu importe, mais avec peut-être des conversations qui vont m'ennuyer, ou alors il va y avoir beaucoup de stimulation, beaucoup de bruit, d'interactions, et puis ça va me demander beaucoup d'énergie. Alors, ou je supprime tous ces repas, ou alors je me dis, ben, au lieu d'y aller une fois par mois, j'en fais 2 par année, tu vois. Ou Mm. alors, quand j'y vais, le lendemain, je prévois rien, parce que moi, c'est ma phase un peu de récupération que je vais favoriser. Et je ne vais pas lutter en me disant oh là là, mais j'ai fait que ça, puis je suis complètement fatiguée, c'est quand même pas possible, je suis bonne à rien. Non, je vais juste accepter que ça, pour moi, c'est pas un environnement qui me convient, ou en tout cas qui me donne de l'énergie, c'est plutôt quelque chose qui m'en prend. Donc, je prévois après une phase de récupération. D'accord. On parle beaucoup de se connaître, de connais-toi, qu'il faut se connaître pour pouvoir. Euh, et du coup, les gens peuvent se demander comment fait-on pour se connaître? Bah déjà, c'est ça, tu vois, c'est comment faire pour se connaître, c'est déjà prendre le temps de s'observer. Sortir de nos actions mécaniques comme si on était sur des rails, Mm. tu vois, s'interroger, pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je dis ça parce que j'ai peur de décevoir l'autre? Ou est-ce que je le fais parce que vraiment au fond de moi, waouh, ça a du sens. D'accord. Ça vient nourrir ma valeur de contribution peut-être, Mm. tu vois, de partage. Mais ça veut dire qu'il faut beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'humilité, Mm. hein. Savoir se montrer vulnérable aussi. Se connaître, tu vois, c'est ça. Ça passe aussi par prendre le temps de s'arrêter, de s'observer. Et quand je porte attention à mes sensations, qui m'indiquent justement si je suis au bon endroit ou pas, tu vois, ça va être un petit peu les panneaux indicateurs là sur les sentiers pédestres. C'est ça, mes sensations, mes émotions. Elles vont m'indiquer, bah, qu'est-ce que tu fais là? Tu continues d'aller vers la peur? Ou là, ça te réjouit, tu as envie d'y aller, mais tu n'oses pas. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire si tu vas sur ce chemin-là? Donc en fait, j'y vais pas. J'observe mon discours intérieur. J'y vais pas parce que en fait, j'ai peur du jugement de l'autre, en fait. Et puis si j'y arrive pas, mais ça veut dire quoi si j'y arrive pas? Pour moi, si j'ai un échec, bah oui, sauf que si je change ma perception et puis que je me dis, bah, j'ai déjà osé prendre ce sentier-là, j'ai déjà osé franchir le pas, ça, je peux en être fière. Et ensuite, si je ne vais pas au bout, ce n'est pas un échec. J'aurais appris quelque chose. Mm. J'aurais appris quelque chose et je serais plus grande de ça, plus riche de ça, hein. Donc, c'est en fait nos perceptions qu'on a aussi à changer, hein. Se connaître, c'est oser écouter un petit peu cette petite voix qu'on a à l'intérieur, mais pas celle qui nous sabote, là, hein, qui cultive nos peurs, notre ego et compagnie, mais celle qui nous excite, là, tu vois, qui nous fait pétiller. Moi, j'adore quand ça pétille en moi. C'est des bons indicateurs. Bah, Oui, je suis tout à comme tout le fait. monde, hein. Il y a des jours où c'est un peu moins pétillant, hein. Un peu comme tout le monde, ouais. Donc du coup, c'est de prendre du temps, c'est de s'observer, de se questionner,
et de bien connaître ses valeurs pour pouvoir avancer et aller sur les chemins qui vont plus nous attirer que ceux qui nous sont peut-être imposés ou qu'on nous croit imposés par un entourage Ça. ou une société. Parfois, ce qu'il y a, c'est qu'on s'enferme nous-mêmes aussi. Ouais. Tu vois, des fois aussi, par exemple, quand on se met en couple, hein, et puis je le vois aussi dans les couples que j'accompagne, mais et puis moi, j'ai aussi eu une expérience à ce niveau-là, mais alors il y a la relation avec l'autre, mais il y a aussi ce que nous, on décide d'endosser, parce que, je sais pas, oui, mais alors, combien j'entends des fois, oui, mais bon, en couple, faut profiter, parce qu'après, on peut plus faire ça, hein. C'est pas une prison, le couple, hein. Le couple, c'est quelque chose qui va nous aider euh, à nous élever ensemble, chacun de notre côté et ensemble, hein. Mais pour ça, ça veut dire que moi, je n'ai pas à renoncer à ma singularité en tant qu'individu, tu vois. Et souvent, on gomme certains aspects de soi au profit, on gomme le côté privé, individu, au profit du partenaire, au profit de mon rôle de partenaire dans le couple. En fait, je dois me réaliser en tant que partenaire, je dois me réaliser en tant que parent, je dois me réaliser en tant qu'individu. Euh, enfin, tu vois. Donc, j'ai plusieurs sphères à nourrir comme ça. D'accord. Je rebondis sur le couple parce que j'ai lu dernièrement une enquête et en fait, donc le web et Internet qui prend de plus en plus de place dans certaines familles et notamment les plateformes de streaming et les offres qui sont proposées. La partie échange famille se réduit souvent à une peau de chagrin et du coup, il est facile de se faire happer par toutes ces plateformes. Et donc, dans l'étude que j'ai lue, cette étude a été faite aux États-Unis, montrait qu'il y avait une baisse de la natalité impulsée par ces plateformes de streaming. Et l'étude prévoyait une nette diminution de relations sexuelles d'ici 2030. Tu en penses quoi et de cette tendance-là et qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? Moi, ça me paraît complètement incroyable, ces plateformes de streaming et que chacun soit sur son smartphone en train de regarder des séries et, euh, et ne plus se faire avoir une sécrétion d'ocytocine en se serrant l'un contre l'autre. Qu'est-ce que Oui, alors, ce sondage-là, j'ai pas eu connaissance de ça, mais effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait plus à avoir de tels résultats. Et en même temps, effectivement, on est dans la consommation, on est dans l'immédiateté des plaisirs. Alors que ce soit du streaming ou que ce soit scroller sur des réseaux sociaux, des choses comme ça, tu vois, hein, la sécrétion de dopamine et tout ça, le plaisir immédiat, les choses comme ça. Mais on confond. Le plaisir, c'est pas le bonheur, hein. Et puis, du coup, là, on est un petit peu comme des automates, hein, manipulés par tous ces processus dont on n'a pas conscience, hein, qui nous happent, mais tous, hein, enfin, je veux dire, j'ai à avoir aussi une vigilance par rapport peut-être à des fois le temps passé sur des réseaux, des choses comme ça, mais pour moi, c'est tellement précieux la relation. Quand on est en couple, on a à se poser la question régulièrement sur quand je prends une décision, quand je fais quelque chose, est-ce que c'est bon pour ma relation? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus regarder notre téléphone, qu'on ne doit plus regarder les streamings, qu'on doit plus... Non, mais c'est juste comment on peut cadrer ça, tu vois? Comment le faire consciemment, c'est-à-dire oh ben, ce soir ou ce week-end, on se lâche, on regarde, enfin voilà, on fait ce qu'on veut, à la limite, comme ça. Mais c'est une fois de temps en temps. Ou tu vois, le soir aussi, quand les couples rentrent, alors que ce soit le matin au petit-déj, tout le monde sur son téléphone, le soir pendant qu'on mange, bah, je réponds aux mails pour le boulot, je fais ci. Mais on n'a pas d'interaction, on n'a pas de qualité de présence avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste, mais je crois qu'on a aussi on n'a pas à diaboliser tout ça, on a juste à prendre conscience de comment on peut se laisser embarquer
et puis reprendre le volant un petit peu de sa vie, reprendre notre responsabilité. Si on veut nourrir la relation, si on veut nourrir le couple, si on veut réussir quelque chose, on a à devenir conscient de ce qu'on fait. Donc, j'ai besoin d'avoir des projets, j'ai besoin d'avoir de l'attention à l'autre. Si je suis en train de dire, mais je t'écoute alors que je fais deux choses à la fois, ça ne va pas aller. Non, j'ai besoin d'être attentif avec tous mes sens en éveil. Tu vois. Donc évidemment, si chacun se couche avec son téléphone, bah à la fin, suivant l'heure ou comme ça, il y a peu de chances, ou en tout cas, ça va diminuer les chances d'être présent, désirant pour l'autre, parce qu'on est chacun dans son univers. Complètement, ouais. Et on a vraiment, encore une fois, non pas pour diaboliser ou culpabiliser, mais c'est plutôt être conscient de ça pour apprendre à gérer ça. Se mettre un peu des limites et puis se rappeler que la relation, elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être nourrie par des projets, elle a besoin d'être nourrie, comme tu le disais très bien. C'est-à-dire que si on n'a plus de contact, et ça peut arriver à n'importe qui, des périodes où on se dit, ah oui, là, on est un petit peu plus tendu et tout, mais en fait, on observe, peut-être qu'on passe moins de temps ensemble, peut-être qu'on va s'embrasser un petit peu moins, qu'on va moins se papouiller, moins se prendre dans les bras. Il n'y a pas besoin d'énormément, hein. On dit 20 secondes là, de respiration, se prendre dans les bras, se serrer dans les bras, juste être conscient du contact du corps de l'autre. Alors tout ça sans attente sexuelle, hein. C'est purement du toucher gratuit, hein, vraiment. Et ça nous permet de sécréter naturellement cette hormone de l'attachement, justement, l'ocytocine, cette hormone de l'amour. Hein. J'avais lu une étude qu'il fallait qu'en fait avec 30 secondes de serment, de contact, suffisait à déclencher une sécrétion d'ocytocine. Oui, oui, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Besoin d'énormément, mais qu'il faut que ça soit régulier. Et il n'y Oui, a pas forcément besoin d'actes sexuels, mais juste un contact. c'est l'attention à l'autre. Du coup, tu vois, dans ce moment-là, dans ce contact-là, on va être, enfin en tout cas c'est l'objectif, hein, d'être présent aux sensations, aux différents points d'appui que j'ai avec le corps de l'autre, à sa respiration que je sens, à la mienne, hein, peut-être à son souffle dans mon cou. Peut-être que moi, je caresse son cou ou son bras juste comme ça. On va juste être là dans l'expérience. Parce que ce n'est pas un hug comme ça, mécanique. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. C'est juste être là, sans rien attendre. Et moi, souvent, je conseille justement aux couples, je leur conseille à plusieurs moments, notamment au moment clé de la journée, avant de partir ou quand on se retrouve le soir aussi, de prendre du temps. Hein, le temps de se dire au revoir, le temps de s'embrasser, mais de s'embrasser pas là, tu sais, entre deux portes, juste comme ça. Mais encore une fois, ça nous arrive à tous. On a des périodes de la vie où on est comme ça, mais c'est pas grave. C'est à un moment donné, ah tiens, je reporte mon attention. Tiens, si je remettais un petit peu de vigilance sur la façon dont on a de se parler, de se valoriser l'un l'autre, de se soutenir, de s'encourager. Ou si je réalise qu'en fait, en ce moment, je suis juste en train de critiquer chaque geste, chaque mot de l'autre, bon, ben, c'est OK. C'est juste que je peux mettre mon attention là-dessus et me dire, oh là là, attends, on va reprendre un petit peu les choses autrement. Parce que si je mets mon focus que sur le négatif, je vais rien semer de très bon. Complètement. Je change complètement de sujet, et j'en reviens à une de tes particularités. Comment peut-on identifier un adulte HPI? Et puis, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier? Parce que souvent, ces adultes HPI, alors au potentiel intellectuel, il y en a beaucoup qui s'ignorent, qui sont des personnes en souffrance. Et toi, est-ce que comment tu les dépistes? Comment tu les prends en charge? Est-ce que tu as quelque chose une particularité pour eux? Alors déjà, dans ta question, là, ça pourrait faire le Toute thème une, de... toute une, toute une heure.
toute une interview pour, dans les grandes lignes. J'en suis conscient. Alors, dans les grandes lignes, bon, d'abord, tu disais comment on les dépiste. Alors, officiellement, il y a un test, hein, la VICE-4, qui va déterminer, non pas diagnostiquer, mais le type de fonctionnement, si c'est à haut potentiel ou pas, et qui va tenir compte, alors, évidemment, j'ai envie de dire du QI, mais c'est de loin pas la seule caractéristique, parce qu'on peut avoir un haut QI, un haut quotient intellectuel et ne pas être à haut potentiel, parce qu'en fait, le haut potentiel, le fonctionnement au potentiel, il est dû à un ensemble de caractéristiques en fait que la personne va avoir. C'est un fonctionnement tant cognitif qu'affectif particulier. Hein. Donc, ce fonctionnement-là, il est dû à des caractéristiques qui sont humaines, que beaucoup de gens ont, mais qu'ils n'ont pas peut-être avec, enfin en tout cas sûrement, c'est sûr, avec autant d'intensité, et puis ils ne les cumulent pas toutes. Hein. Il y a notamment une fulgurance de la pensée, une pensée qui va être foisonnante, une hypersensibilité au bruit, aux lumières, enfin tous les sens qui vont être exacerbés. Bon, là, au niveau des sens, on va parler d'hyperesthésie. Hein, on ne va pas supporter non plus les étiquettes qui grattent, les choses comme ça, les textures de vêtements, tout ça. Au niveau de l'hypersensibilité, il va y avoir une intensité émotionnelle hein, qui conduit des fois à des diagnostics différentiels. Hein, parce que en fait, ces personnes, elles vont passer d'une immense joie à une profonde tristesse en peu de temps. C'est possible. Hein. Et puis avec tellement de force que ça va déstabiliser un environnement qui pourrait ne pas comprendre et pas réagir avec autant d'intensité, justement. Là, je me répète, mais tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose des fois qui fait dire à l'autre mais tu es trop sensible. Parce que ben, l'autre, ça le dérange à peine, et puis nous, ça nous met sans dessus dessous, quoi. Hein? Donc, il y a aussi un besoin profond de justice. Hein? Il ne supporte pas l'injustice, mais évidemment, on va dire, oui, mais il y a plein de gens qui ne supportent pas l'injustice. Oui, mais ça le met dans un état, ça le bouleverse énormément. Hein. Il va y avoir aussi souvent un perfectionnisme qui va être là. Hein. Donc, une exigence vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Il y a l'hyper-empathie aussi, cette capacité à comprendre, à sentir, à ressentir les émotions des autres. Parfois, quelqu'un rentre dans la salle et puis, il y a un truc là qui se passe en moi, mais en fait, je suis en train d'absorber l'émotion de l'autre. Ouais. Et qui parfois n'a même pas encore conscience hein, de porter cette émotion. Et donc, il y a tout un travail à faire par rapport à cette émotion, à ne pas la porter en fait, hein, à dissocier en fait ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Il y a aussi une forte intuition hein, chez ces personnes, une capacité de traiter les informations avec avec une grande vitesse. Donc, ces personnes-là, elles vont arriver à la solution du problème très rapidement sans forcément pouvoir expliquer le cheminement. Hein, il y a des choses qui leur semblent évidentes, mais les autres n'en sont pas encore là et des fois ça peut déranger justement parce qu'on va dire mais pour qui elle se prend. En gros, on ne leur a pas laissé le temps de mûrir, de réfléchir. Nous, on a déjà la solution. Faire le chemin pour arriver à la solution. Et en même temps, comme on a aussi une vision un peu comme un radar, quoi. Hein. On va capter tous les détails, on va capter toutes les informations. Alors, des fois, on peut dire, oh là là, mais t'es curieuse, t'as vu tout ça, ou qu'est-ce que t'as été chercher et tout. Non, c'est juste que je rentre dans une pièce, il y a comme une espèce de scanner là qui se passe, et je capte tout ça sans le vouloir. Donc, c'est aussi autant d'informations qui vont nous permettre d'arriver aussi à des solutions des fois plus rapidement. Hein, et à comprendre, à décrypter des situations plus vite. Donc, il y a pas mal de points.
tout le monde, les hauts potentiels, hein, ce n'est pas des clones. Hein, donc, on est tous singuliers avec ce fonctionnement-là. Mais ce qui est important chez certains, et ce qui a été le cas pour moi, c'était de comprendre comment on a fonctionné. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que comme l'environnement ne comprenait pas ma façon d'être, à un moment donné, on essaye d'être accepté, on essaye de faire comme les autres, hein, dans le groupe d'ados, voilà, pour être aimé comme tout le monde. Et en fait, on se construit un faux self, une espèce de fausse personnalité. Mais ce n'est pas conscient, hein, évidemment. Hein, mais on va essayer de rentrer dans les cases. On va essayer de ne pas montrer sa sensibilité. Hein, je vais quand même pas pleurer là parce que je vais avoir l'air ridicule. Donc je vais essayer, tu vois, de me concentrer là pour pas que mes larmes elles montent. Plus je me concentre, plus je me rends compte qu'elles montent quand même, plus je me sens nulle et plus, enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux. Tandis qu'à partir du moment où tu comprends que tu es avec ce fonctionnement-là, que tu dis, ben oui, moi, voilà, je suis hypersensible. Hein. Moi maintenant, enfin, quand j'ai compris, après je disais, bah oui, ça c'est ma sensibilité. Je pleure de joie, je pleure de tristesse, c'est mon émotion, elle est là. Et à partir du moment où tu fais ça, les autres, ils ne peuvent plus rien te dire. Puis il y a quelque chose qui fait que ça te détend. Donc ce faux self, c'est vrai qu'on va le retrouver chez pas mal de personnes, hein, ce sentiment de décalage qu'on essaie de gommer finalement, mais qui crée une espèce de dissociation en fait, hein, une espèce de souffrance intérieure. Hein. Parce qu'en fait, on passe notre temps à essayer de, encore une fois, de répondre aux attentes des autres. Hein. De répondre à ce que la société attend de nous et de rester dans sa case alors que les cases ne nous correspondent pas du tout. C'est ça. C'est compliqué. Ouais. Ouais. Ok, très bien, merci. J'ai l'habitude de demander à mes invités une question pour le suivant. Donc, mon précédent invité était Frédéric Six. Alors, Frédéric Six est un coach, il est leader dans le web marketing. Et donc, sa question, c'est comment réussir. Il était aussi sportif de haut niveau en danse et il a dû arrêter sa carrière sur une blessure. Et donc, il s'est reconverti plusieurs fois. Il a chaque fois rebondi. Et là, actuellement, il est leader dans le web marketing. Et donc, sa question, c'est comment réussir à exploiter son plein potentiel du côté de la lumière. On a tous une part de lumière et d'ombre, des démons. Y a-t-il des clés, des astuces pour impacter encore plus le monde? Elle est très générale, sa question, mais bon courage. Mais là aussi, on a combien de temps? Non, mais tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, déjà, il y a un mot là qui vient me toucher, c'est la résilience. Oui. Ça aussi, la résilience, c'est aussi une des caractéristiques de beaucoup de personnes à haut potentiel. Alors, évidemment, pas que. Hein, mais, bon. Mais je crois que pour répondre à sa question, enfin, j'ai l'impression, mais comme je parle beaucoup, en fait, on l'a abordé déjà là-dedans. Oui. Ça fait partie de mon chemin, c'est-à-dire accepter mes différentes facettes, comme il a dit, hein, les ombres et les lumières, et se dire que c'est OK, et que je m'aime comme ça, et qu'avec tout ça, moi, en tant qu'individu, je vais pouvoir apporter ma propre lumière au monde. Hein, non pas pour briller comme je ne sais quoi, comme un lampadaire, mais pour éclairer le chemin de l'autre. Parce que ça va résonner peut-être si je partage mon expérience. Et tu vois, peut-être que, ben, en tout cas, moi, peut-être que c'est ce que tu vis aussi, mais en tout cas, dans le chemin que je m'autorise à vivre maintenant, prendre cette place aussi, peut-être être plus visible et tout, je me rends compte que en témoignant, en exprimant, en partageant mon vécu, mais surtout le mot que je voulais poser là par rapport à cette question, c'est mon authenticité. Tu vois, en partageant ça,
ben, je vais permettre à l'autre d'être authentique aussi. Tu vois? Et du coup, c'est comme si, à partir du moment où moi, je me donne le droit d'être, juste d'être, hein, avec, on parlait l'autre jour de la prise-parole en public, là, tout ça, mais bah oui, je m'autorise, et puis ça donnera ce que ça donnera, parce que j'ai déjà fait le pas, parce que je suis dans l'apprentissage, parce que voilà, eh ben, peut-être que ça va encourager d'autres personnes. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ah ben tiens, elle l'a fait. Ou alors dans des petites vidéos ou des choses comme ça, je crois qu'on n'a pas à se mettre la barre à un certain niveau ou à se comparer. On a juste à regarder. C'est ça le problème, on se sabote parfois parce qu'on se compare avec d'autres. Puis on a l'impression que nous, c'est pas très intéressant ce qu'on a à dire. Sauf qu'on est des êtres uniques. Hein? Et que parfois un mot ou une phrase suffit à déclencher quelque chose chez l'autre. C'est ça. C'est ça. Et peut-être qu'il l'aura entendu 25 fois ou 10 ans, mais que ce jour-là, il sera prêt. Tu sais, je dis ça parce que moi, une amie me disait certaines choses pendant 10 ans, juste, j'en ai rien fait. Puis un jour, quand j'ai été prête et j'ai fait bouger les choses, je me suis dit, ah ben pourtant, elle me l'a dit pendant 10 ans. Mais c'est juste accepter ça aussi. Sinon, si je commence à me dire, ah mais t'es complètement neuneux, quoi, hein, t'as pas, elle te l'a dit, et puis pourquoi? Mais non, mais là, je suis en train de m'enfoncer encore plus. Plutôt de me dire, waouh, ben voilà, c'est mon rythme. Il m'a fallu ça, il m'a fallu tant d'expérience, parce qu'effectivement, la vie nous envoie, tant qu'on n'a pas compris, elle nous envoie des messages, hein, mais c'est comme ça. Donc, c'est accepter notre rythme, accepter qui on est, accepter nos zones sombres, comme les autres, mais les autres, c'est en général un petit peu plus facile. Hein. Et puis, justement, on disait tout à l'heure, se connecter à nos valeurs, nourrir nos besoins. Pour moi, c'est ça les clés. Parce qu'en se donnant cette autorisation à se déployer, on va aller impacter des gens. Pour moi, c'est ça qui est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ça me convient très bien comme réponse. Il écoutera avec intérêt, je pense. Alors, ma prochaine invitée, c'est Brigitte Noble, qui est sophrologue, qui est coach, qui a créé un organisme de formation et elle utilise une technique qu'elle a mis au point, le coach sophro-coaching, pour la prise de parole en public, pour aider les gens à prendre. Elle s'est associée avec des acteurs. Et donc, elle fait monter les gens sur scène pour les aider à prendre la parole en public de manière plus aisée. Et est-ce que tu aurais une question à lui poser? Ah ben moi, j'aimerais bien qu'elle me livre les 4 secrets. Bon, je dis 4, hein, parce qu'elle aura peut-être d'autres choses à te raconter aussi. Les 4 secrets pour impacter lors d'une prise de parole en public. Ok. Elle est bavarde, je pense qu'elle t'en donnera plus. Oui, c'est pour ça. Non, mais bon, je me dis, bon, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, mais je me réjouis. Déjà 4, c'est déjà pas mal. C'est bien. Hein, ouais. Très bien. Est-ce que tu as un rêve pour aller plus loin? Comment? Est-ce que tu as un rêve pour aller plus loin? Mon rêve, c'est de continuer à savourer la vie pleinement et de continuer à oser, de continuer à m'ouvrir à tous les possibles. Donc, je dirais là aujourd'hui, justement, c'est que j'aimerais faire quelques conférences pour aller impacter, pour aller transmettre mon message et pour peut-être mettre une petite lumière sur plusieurs chemins pour aider justement le plus grand nombre de personnes à se réaliser pleinement. Ok, très bien. Voilà. Super rêve. Merci. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à tout ce qu'on a dit? En tout cas, oui. En tout cas, ce que je voudrais dire, je crois qu'on a déjà
dit pas mal de choses, mais ce que je voudrais dire, c'est de, voilà, d'oser l'authenticité, parce que c'est ça qui fait notre singularité. Hein. La théorie, on peut la trouver partout, hein, maintenant on a plein de moyens, mais c'est la façon d'être au monde qui va faire notre différence, la façon dont on va la porter à l'autre. Hein. Donc oser l'authenticité pour soi d'abord, hein, s'accorder, s'aimer, s'accorder le droit d'être soi, de s'aimer tel qu'on est, et puis l'authenticité dans la relation, parce que c'est ça qui va faire la différence. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi, Vincent. Merci pour ta générosité de m'avoir accordé tout ce temps, pour ton authenticité et la richesse des propos que l'on a pu avoir. J'espère, en tout cas moi, ça m'a enrichi, ça m'enrichit à chaque fois. Et j'espère que ça enrichira autant les personnes qui écouteront cette vidéo. Merci Oui, beaucoup, et Véronique. puis ben, voilà, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions s'ils en ont, hein, ça sera avec Bien sûr, plaisir. poser des questions, je te les transmettrai. Voilà. Et Merci en tout cas de ton invitation. Merci de ce cadeau. merci à toi. À Des très bonnes bientôt. continuations. Au revoir. Au revoir.